Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de parler entrepreneuriat et télévision en compagnie des deux cofondatrices de Cake Master qui viennent de passer dans la fameuse émission d'M6 Qui veut être mon associé. Je voudrais savoir quel est l'impact sur le business d'une émission comme celle-ci. On parlera produits de luxe dans l'ameublement, la confection pour l'ameublement de luxe avec une maison centenaire, familiale que je vous invite à découvrir dans quelques instants. Il s'agit de la maison Thévenon. Et puis on terminera cette émission en compagnie d'Arnaud Marion qui, vous savez, vient nous voir une fois par mois pour décrypter l'actualité des entreprises françaises. Et là, il faut dire que l'actualité est très chargée d'Orpea à Renault-Nissan, en passant par Casino ou encore tout ce qui se passe dans le secteur du retail en ce moment. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, on va parler de cuisine et on va parler de télé, puisque j'ai le plaisir de recevoir Mitula et Niroshi Pachanlingam. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes les cofondatrices de Cake Master. Alors pour ceux qui suivent l'émission d'M6 Qui veut être mon associé, vous étiez il y a quelques jours maintenant dans cette émission. Évidemment, on va y revenir, mais d'abord, peut-être Mitula, vous pouvez expliquer ce que c'est que Cake Master ? Oui, alors nous, Cake Master, on propose des kits de pâtisserie qui sont simples, ludiques et inratables. Et le but de ces kits, c'est de pouvoir reproduire des gâteaux qu'on a l'habitude d'acheter en supermarché. Donc des gâteaux comme des napolitains, des Kinder Délice, des cookies, donc plein de choses dont raffolent les enfants et même les adultes qu'on achète avec plein de produits chimiques, plein d'additifs. Et le but, c'est de les faire à la maison, en format géant, avec des bons produits et tout ça assez facilement, sans forcément savoir pâtisser. Et Niroshi, comment est-ce qu'elle est venue l'idée de Cake Master ? Alors, comment est venue l'idée ? Donc, nous, on a toujours grandi avec des gâteaux quand on était petite, parce qu'on avait un papa qui était ancien cuisinier pâtissier. Ouais. Donc, pour tous nos anniversaires, fêtes de famille, on a toujours des gâteaux faits maison. Et pendant le confinement, donc moi j'ai des enfants, on a voulu refaire des gâteaux. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas aussi doués que notre papa. Et on a raté beaucoup de gâteaux. Et on était toujours frustrés. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les bons ingrédients, on n'avait pas le bon matériel. Et surtout, on n'avait pas les petites astuces de chef qui font que tu réussis ton gâteau. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, pourquoi on fait pas un kit avec... pourquoi il n'y aurait pas un kit qui existerait avec tout ce qu'il faut pour faire son gâteau ? Et c'est là qu'est né Cake Master. Donc si je comprends bien, c'est pas nécessairement des ingrédients que je peux trouver en grande distribution, Mitula, c'est ça ? Ouais, en fait, nous on s'est dit... le but de le faire à la maison, c'est aussi de pouvoir choisir, savoir ce qu'on mange, avoir les meilleurs ingrédients. Donc en fait, on est parti chercher les ingrédients qu'utilisent les pâtissiers professionnels. Donc c'est des marques qui sont exclusivement réservées aux professionnels que nous on vient sélectionner et proposer du coup dans nos kits. Et comme ça, on retrouve en fait le vrai goût en fait des gâteaux qu'on achèterait en boulangerie-pâtisserie, mais à la maison. Niroshi, vous parliez du confinement, ça veut dire que votre entreprise, elle est assez récente en fait. On a créé notre entreprise fin 2020. Fin 2020. Ouais. Et l'été 2020, donc pendant le confinement, on avait commencé à faire des gâteaux et on avait fait une étude de marché à ce moment-là et on s'est dit on se lance et novembre 2020 on a créé Cake Master. Vous aviez des jobs toutes les deux ? Vous avez tout lâché du jour au lendemain ? Quasiment. Ouais. On a tout lâché. Moi, j'étais en finance, toi, tu étais en marketing. On a fait notre étude de marché. On a vu qu'il y a des solutions qui existaient. Mais nous, on voulait reproduire les goûters qu'on a l'habitude de manger. Donc, en fait, je pense qu'on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme on avait eu un problème, souvent, ça part d'un problème personnel. Alors, on s'est dit, là, on a un problème. On sait qu'on a envie de le résoudre. Donc, allez, on saute dans le vide. Hein. Alors moi, j'avais une question parce que j'ai évidemment suivi l'émission Qui veut être mon associé dans laquelle vous êtes passé. Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater ? Alors nous, depuis qu'on a entrepris, créé Cake Master, on a regardé l'émission, donc la saison 2. Et en fait, on se disait, mais pourquoi on n'irait pas ? Et surtout qu'on a vu le passage de Eva de la French Baguette, qui fait des kits pour faire des baguettes. Et là, on a commencé à recevoir plein de messages de nos amis qui disaient, mais les filles, vous y allez, l'émission elle est faite pour vous, je pense que vos produits ils pourraient cartonner. On avait déjà une envie, mais là, ça nous a vraiment... on s'est dit, vas-y, on y va, on postule. Donc, dès qu'ils ont ouvert les candidatures, on a postulé. Et le chemin a été long, parce que il y a combien de candidatures, Mitula, pour un programme comme ça ? Il y a 3000 candidatures. Il faut savoir que nous, on a été contactés en plus par la production pendant notre campagne Ulule. Donc, c'était en juin. Et nous, quand on regarde la télé, forcément, on se dit on se dit que c'est pas pour nous, on se met des barrières. Et le fait d'avoir évolué petit à petit et d'avoir travaillé, quand ils nous ont contactés, on s'est dit c'est incroyable. Et le processus a duré, je pense, un peu moins d'un mois. Ouais. Et puis après, ça a été 3 mois de préparation. Et surtout, après le passage, c'était 6 mois
préparation. Avant la diffusion. Voilà, c'est 6 mois de silence, mais aussi 6 mois de préparation pour être en capacité. En fait, c'est une opportunité. Certes, on passe à la télé, mais il faut savoir aussi la préparer, cette diffusion, et être en capacité d'absorber toute cette visibilité, quoi. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé sur le plateau. Vous pitchez, ce qui est le principe de l'émission. Les jurys, les jurys sont à la fois séduits parce qu'ils aiment bien ce que vous faites et en même temps ils pensent tous qu'il y a un problème sur le business model et donc ils vous font aucune offre. Niroshi, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez? Alors, donc à tour ils nous disent non. Donc au début, Éric Larchevêque a quand même hésité pendant 10 minutes. Hein. Donc après, tour à tour, ils disent non. Oui, c'est ça, on voit que la partie courte. Et à chaque fois, en fait, ils disent non, mais c'est pas des noms pour dire non, c'est vraiment avec des solutions derrière hyper constructives. Et ils nous ont apporté beaucoup de conseils. Et au final, quand on est reparti avec du coup les 5 noms, parce que du coup, Éric, après 10 minutes, a dit finalement, j'y vais pas. Quand on est reparti, on a dit, en fait, ils nous ont donné trop de conseils. Et on dit, il faut qu'on fasse ça, en l'espace de 3 minutes. Ouais. Et en fait, on n'était pas franchement frustrés. On était un peu déçus, mais on est reparti avec vraiment des bons conseils. On s'est dit, mais là, en fait, on va accélérer. Et finalement, ils reviennent nous chercher. Et on n'a rien compris. Ils reviennent vous chercher. Et donc là, finalement, vous avez une offre. Enfin, même plusieurs. Ouais. Une offre groupée, du coup. On est dans le SaaS, donc on discute, on se dit, bon, c'est pas grave. Mais on va pouvoir rebondir. En fait. Et en fait, parce que même s'ils ne voulaient pas, en fait, ils nous disent on ne veut pas parce que vous tenez un truc, mais il manque encore ce petit truc qui va faire que ça va vraiment basculer. Donc on ne l'avait pas trouvé, on s'est dit bon, on va essayer de le chercher. Et au final, entre-temps, quand on discute dans le SaaS, eux, ils l'ont trouvé le petit truc, c'était le pivot avec les chefs. Donc ils reviennent nous chercher, Jean-Pierre Nadir vient nous chercher. Et c'est vrai que ça a duré peut-être 3 secondes. On n'a pas compris en fait, on est en train de parler, il y a une main sur l'épaule de Jean-Pierre Nadir, on se dit quoi, qu'est-ce qui se passe, et d'un coup on s'est retrouvés à nouveau sur le plateau, et je pense qu'on avait déjà passé 2 heures sur le plateau, donc on revient, et tout de suite nous on regarde Éric Larchevêque, parce que comme c'était la personne qui avait le plus hésité, on pensait que c'était lui qui allait nous faire l'offre, et puis là on se retrouve avec 3 personnes qui nous proposent de nous accompagner avec un nouveau pivot. Et ce qui n'a pas été montré à la télé, c'est qu'on est quand même reparti réfléchir encore, je pense, une dizaine de minutes pour savoir si on acceptait ou pas, et on a finalement accepté. Comment on reçoit ça, ce genre de message, quand on dit, voilà, on a des grands investisseurs devant soi et qui disent, ok, ton truc c'est bien, mais il faut pivoter, il va falloir changer un peu le business model? Alors en fait, déjà le fait pourquoi ils nous ont repêchés, entre guillemets, c'est parce que justement, ils nous ont dit qu'en fait, quand ils nous ont quand les conseils, quand ils ont dit non, c'est qu'on les a vraiment pris de la bonne façon et qu'on leur a montré qu'on pouvait changer, qu'on était capable de pivoter, et c'est ce qui a fait qu'aussi ils sont revenus nous chercher en disant ok, elles sont pas fermées, on va les accompagner parce qu'elles sont prêtes à changer de business model parce qu'on va les accompagner. Et je pense que c'est vraiment ce mindset-là qui leur a plu. Et en fait, on l'a bien accueilli en fait parce que ils nous proposaient une idée, nous on s'est dit en fait c'est des gens qui ont une expérience. Qui ont peut-être 30 ans de plus, on va dire, de maturité. On s'est dit, si eux, ils voient que le potentiel, il est là, et on va essayer. Et en fait, on était ils étaient bienveillants et on a hyper bien pris les conseils, chose que peut-être tout le monde, parfois certains entrepreneurs sont fermés. Et nous, on était assez, on était hyper pragmatiques, je pense, par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit. Et c'est ça qui a fait que ce pivot-là nous a été proposé et surtout que tout ce qu'ils nous ont proposé comme idée, c'est des idées que nous on avait, on savait pas si on y allait ou pas parce que justement on hésitait. Donc là, le fait qu'ils nous disent que là les idées des chefs, ça peut vraiment être quelque chose qui fasse la différence, on s'est dit bah oui, on y va parce qu'on l'avait déjà fait, donc on avait déjà fait une collaboration avec un chef, mais c'était ponctuel. Là, l'idée, c'est de le reproduire régulièrement, ça. C'est ça. C'est que ça devienne, c'est qu'on fasse en fait un modèle de kit où on propose en fait de rentrer dans l'univers d'un chef, de se prendre pour un chef pour le temps d'une heure ou deux, et en rendant accessibles certaines recettes, tout en leur gardant, en leur donnant leur signature et en respectant leur créativité et leur talent. Quel impact ça a eu sur votre business? Parce que je voyais hier le témoignage dans la presse de 2 entrepreneurs qui disaient en une soirée, on a fait le chiffre d'affaires d'1 mois. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Alors nous, on a fait un chiffre d'affaires, mais du coup, c'était même pas 1 mois, parce que là, on a vendu plus de 1000 kits. Sachant qu'on a vendu 2000 kits en 1 an et demi, donc c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc nous, c'est vraiment une autre échelle pour le coup. Vous aviez le stock pour fournir? On a préparé le stock, du coup, justement, on a pris 3 mois pour préparer le stock, la logistique, le conditionnement. Donc c'est vraiment un travail qu'on a fait en amont qui a payé parce qu'on a pu livrer les commandes à temps. Et on a eu beaucoup de commandes, des opportunités, plein de messages. Donc on est vraiment passé à une autre échelle.
Juste avec une émission de télé comme quoi. Hein. Avec 20 minutes, comme quoi, en fait, c'est un tremplin. En fait. Après, c'est à nous de transformer, d'être au taquet et d'être en capacité de répondre à tous ces messages, de prendre cette vague. Et c'était ça aussi la préparation, parce que c'est vrai qu'il y a 3 mois, si on avait 1000 commandes, et ben on aurait passé 1 mois et demi, même plus, je pense, à juste expédier des commandes. Et du coup, on s'est mis dans une autre logique. On s'est dit, OK, il faudrait qu'on arrive à consolider notre logistique qui n'existait pas forcément avant parce qu'on était hyper petite et qui a fait que pendant 2 semaines, on s'est pas du tout occupé de ça et on est complètement concentré sur toutes les opportunités qu'on a pour continuer à grandir et enlever cette partie un peu opérationnelle. Vous êtes passé par Les Déterminés, dont Bismart est partenaire, et je vous ai vu dans un film qui relatait votre Learning Expedition à New York. Moi, j'aimerais savoir, Niroshi, ce que vous en retenez et si vous avez des ambitions aussi pour le marché américain, parce que je ne voudrais pas spoiler le film, mais il s'est passé 2-3 trucs. Oui, alors New York, donc c'était une opportunité incroyable. Et en fait, tout arrive en même temps en fait pour nous, donc on a vraiment vécu une année 2022 de folie. Et moi, pour ma part, je n'étais jamais allée aux États-Unis, donc c'est une grande première. Et on y allait pour étudier le marché américain, donc voir s'il y avait une place pour Cake Master. Et on a rencontré pas mal d'acteurs, des entrepreneurs de là-bas, des Français qui se sont installés là-bas, et des investisseurs américains. Et on a pu leur pitcher Cake Master en anglais. Et c'était une opportunité malade, donc on a eu des retours hyper pertinents. Et on a pu aussi faire goûter nos gâteaux aux Américains. Donc on est parti à Central Park un samedi matin, faire des dégustations comme ça. Et vous tombez sur un chef en plus. Et on tombe sur un chef, improbable. Il y avait un monsieur qui était là en short, qui se baladait. On s'est dit, on le sent bien, lui, on va aller le voir. Il goûte, donc il goûte, il dit que c'est hyper bon, mais il ne parle pas de son parcours. Et son ami qui est avec lui, qui nous dit, mais vous savez que lui, il est chef aux États-Unis, qu'il a plusieurs restaurants et qu'il a aussi une gamme de produits industriels qu'il vend en distribution. Et donc c'était le contact parfait pour nous et on a eu beaucoup, beaucoup de conseils. Et on est ressorti de cette expérience encore plus grandi et avec un mindset de folie, parce qu'on se dit qu'en fait, il n'y a pas de barrière là-bas. N'importe qui peut réussir si vraiment il travaille. Aussi, il faut avoir un peu d'argent. Oui, quand même. Mais en tout cas, les portes ne sont pas fermées du tout pour les États-Unis. Et par contre, il faut d'abord qu'on consolide le marché français, européen, et ensuite se tourner vers les États-Unis. Mitoula, qu'est-ce qui a été le plus difficile depuis que vous êtes lancée ? Je pense que c'était le financement. Enfin, honnêtement, on en a besoin, on va dire, à différents stades, avec différents montants. Et au final, on a toujours, en fait, nous, découvert les différents mécanismes qui existaient. Alors que moi-même, j'ai fait des études en finance, mais j'avais pas forcément le réseau et j'avais pas besoin d'investisseurs qui me donnent des millions tout au début, quoi. Mais c'était de savoir, en fait, qu'est-ce qui existait, c'était quoi les réseaux qui existaient, les mécanismes qui existaient pour pousser à l'entrepreneuriat. Et ça, on l'a découvert petit à petit, à chaque avancée, en fait. Et je pense que le plus dur, c'était ça, en fait, c'était le financement, parce que on va toujours te dire montre qu'il y a une traction, montre que ça plaît, etc. Et en fait, tu montres un truc, mais ils vont te dire montre-moi un peu plus. Ou une fois que tu as montré, pourquoi c'est pas assez, ou on attend des seuils. Donc le plus compliqué, c'était vraiment de convaincre des gens que le produit peut marcher. Et aussi surtout qu'on est à une époque où les investisseurs sont vraiment intéressés aussi par des projets, il faut le dire, tech, qui sont hyper scalables tout de suite et qui sont très tech. Donc forcément, on arrive avec des kits de pâtisserie. C'est plus dur à convaincre et c'est plus dur de trouver le bon public. Donc je pense que c'était notre plus gros problème au début, c'était ça, financement et le réseau, que du coup on s'est construit en 2 ans avec Les Déterminés. Et puis avec toutes les Déterminés nous ont permis d'ouvrir des portes, et puis après c'est à nous de les pousser, quoi. Donc je pense que c'est les deux choses qui ont été le plus dur. Et aujourd'hui, le rapport de force commence à s'inverser après 2 ans, et ça fait du bien et ça fait plaisir. Quand on nous appelle, donc on nous dit on veut acheter vos kits, alors qu'avant c'était bonjour, est-ce que vous voulez acheter nos kits, et ça fait vraiment un petit soulagement, et voilà. Ouais. Niroshi, moi je vous ai vu sur pas mal d'actions des Déterminés récemment, et je me disais, mais comment vous faites pour à la fois mener cette entreprise et le développement que vous venez de me décrire, et en même temps trouver du temps pour une association ? Franchement, je me demande aussi comment je fais. En plus, j'ai des enfants. Oui, Mais franchement, Les Déterminés, en fait, ils nous ont beaucoup apporté dès le début. On a été accompagnés pendant 6 mois, et c'est pas que 6 mois, c'est après. Et quand j'ai eu l'opportunité, en fait, d'être coordinatrice pour les prochaines promotions,
j'ai dit oui, parce que c'est une manière pour moi de redonner aussi ce qu'ils m'ont donné. Et en fait, c'est pas un vrai travail. Je suis avec eux, je suis vraiment dans un écosystème d'entrepreneurs. Et en fait, ça me faisait plaisir. Et en même temps que j'étais avec eux, j'apprenais aussi de mon côté. Je me faisais des contacts, donc c'était gagnant-gagnant. Un dernier mot, j'ai dit en début d'émission que vous étiez sœur. C'est pas trop dur d'entreprendre en famille ? Non, je pense que limite c'est une chance. C'est vrai que souvent on dit il faut pas entreprendre avec la famille parce que c'est compliqué, etc. Mais au final, je pense que c'est aussi facile que difficile parce que tout va vite, que dans les conflits, que dans les bonnes choses. Et au final, en fait, on sait qu'il y a plein de gens qui nous disent c'est hyper dur de trouver un associé, c'est hyper dur de trouver quelqu'un de confiance. Et du coup, quand on est en famille, cette question se pose pas. Ouais. Et nous, on a réussi à mettre des barrières. C'est-à-dire qu'on va pas parler de Cake Master parce que c'est dans des moments où on est en famille. Et je pense qu'au final, moi, je considère que c'est une chance. Je sais pas si toi, tu considères la même chose. Non, je suis d'accord. C'est plus facile, franchement. Déjà, trouver un associé, on voit avec nos amis entrepreneurs, ils ont du mal parce que faut faire confiance à la personne, il faut trouver la bonne personne, il faut la connaître. Nous, on se connaît depuis qu'on est né. Donc, on sait comment on marche. En plus, on est hyper complémentaires, on n'a pas du tout le même caractère. On arrive à ne pas s'empiéter sur nos domaines. Et oui, quand ça se passe mal, en fait, ça pète pendant 10 secondes. Ça fait 25 ans qu'on s'embrouille. Voilà, c'est bon. On s'embrouille, après on se reparle 5 minutes après, normalement. Donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Donc c'est ça qui est bien aussi quand on entreprend en famille. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous raconter tout ça. Mitoula et Niroshi Pachanlingam, je rappelle que vous êtes les cofondatrices de Cake Master. Et maintenant, je vous invite à la découverte d'une entreprise familiale, centenaire, en compagnie de Vincent Thévenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Maison Thévenon. Vous êtes dans le domaine des tissus d'ameublement, plutôt avec un positionnement luxe. Vous venez d'annoncer la relocalisation en France d'une partie de votre confection. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me racontiez ce que c'est que Maison Thévenon. Alors, c'est une maison qui a 4 générations. Donc, je suis la 4e. Ouais. C'est une maison qui a comme ADN la créativité. On est très fort en création, en tout cas c'est vraiment ce qu'on aime le plus, on est passionné par ça. Et puis l'excellence, le savoir-faire d'excellence aussi, je crois que c'est vraiment ce qui définit le mieux notre maison. Chaque génération a transmis. Et chaque génération a construit. C'est-à-dire que moi, j'ai repris les rênes il y a une quinzaine d'années. Ouais. Je n'ai pas à reconstruire. Je construis sur des bases très solides que mon père a lui-même créées. Et après, on s'adapte. Je dirais qu'on s'adapte aux envies, au marché du moment. Donc nous, c'est vrai que depuis 15 ans, on est fortement monté en gamme. Parce qu'on a senti, et puis c'est ce qui nous ressemblait le plus, j'ai senti que c'était l'évolution du marché. Donc on est fortement monté en gamme pour apporter justement, pour mettre en valeur notre création, notre savoir-faire, notre service. On a beaucoup plus joué sur l'image. Donc on a un peu revu notre distribution, puisqu'il faut travailler avec des professionnels qui connaissent bien et qui comprennent bien, qui savent expliquer nos métiers et nos créations. Et donc aujourd'hui, on est dans un métier, je dirais, de passion, plus que de raison, puisqu'on on parle de couleurs, on parle de motifs, de dessins, de mode, de décoration. Donc on touche une corde sensible et c'est vrai que je dirais que c'est plus facile. En tout cas, c'est plus facile quand vous avez des belles collections. Notre maison, c'est aussi beaucoup de collaborations. On adore travailler avec soit des jeunes talents, soit des designers plus reconnus. Alors, en plus reconnus, je pense à Dorothée Mélixson. En jeunes talents, je pense à des gens comme Victor Cadenne. Et donc, chaque saison, on essaie d'avoir une collaboration différente de ce qu'on a fait précédemment. L'idée, c'est d'avoir des collaborations complémentaires et qui cassent un peu, je dirais, nos œillères. On a une vision à 360 degrés et puis on voit plein de choses qu'on n'imaginait même pas et on collabore avec eux et ça crée des collections très innovantes et sur lesquelles on s'amuse beaucoup. En termes de produits, c'est quelle typologie vous alliez jusqu'à la tapisserie, c'est ça? Alors, ce sont des tissus d'ameublement, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre tapissier décorateur, en bas de chez vous, ils ont des tissus, des cintres, vous choisissez votre tissu et vous pouvez tapisser des fauteuils, confectionner des rideaux, des stores, de la tenture murale. Donc là, c'est vraiment du tissu de décoration qui a un usage multiple. Et on vient de lancer également les papiers peints, où alors là, dans nos motifs, on peut proposer tous les papiers peints pour votre intérieur.
Et alors, le papier peint, pardon, mais pour moi, c'est de l'impression, c'est plus du tissage, on est plus loin. Exactement, voilà, tout à fait. C'est toujours le même métier, c'est toujours le même univers, et nous, on a été un peu plus loin. On a été plus loin que les tissus, donc c'est assez logique. On reste, lorsque quelqu'un veut refaire son intérieur, lorsqu'un architecte vient chez nous, il a ses tissus pour ses fauteuils, pour ses rideaux, et naturellement, depuis quelques années, il va également vers le papier peint pour des murs, pour une pièce, parce que le papier peint est redevenu très tendance depuis 5-6 ans, comme vous le savez certainement. Et donc nous, on a attendu un peu parce qu'on voulait vraiment un papier peint 100% français. Et aujourd'hui, c'était assez complexe, finalement, parce qu'on sous-traite, évidemment, un éditeur sous-traite la fabrication des papiers peints, on n'a pas les outils. Et ce sont les Italiens, notamment, qui sont très performants. Et moi, je voulais vraiment m'enfoncer dans cette brèche du 100% français. On est une maison française, donc on va fabriquer nos papiers peints en France. Donc on a trouvé les différents sous-traitants, et donc on a pu lancer notre gamme après quelques mois d'essai. Et là, on vient lancer cette gamme de papier peint. Et on continue plus loin dans la confection. Depuis quelques années, on propose également de confectionner tous nos tissus en rideau, tête de lit, coussin, plaid, jeté de lit. Enfin voilà, et la confection, c'est une activité supplémentaire qui marche très fort chez nous. Donc c'est les ateliers Thévenon qu'actuellement on sous-traitait en Roumanie et en Tunisie. Donc c'est cette activité-là dont je parlais tout à l'heure que vous allez relocaliser, c'est ça Voilà, exactement. Au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay. En Haute-Loire. Vous me disiez juste avant qu'on commence cette émission qu'il y a une tradition en fait de tissage dans cette région. Alors nous, mon arrière-grand-père a lancé l'entreprise. On était dentelier. Donc voilà, on est parti de la dentelle pour arriver aujourd'hui vers l'édition de tissus d'ameublement haut de gamme. Et la confection, il y avait également une vraie tradition dans la région qui avait disparu depuis une trentaine d'années. Et nous, en montant en gamme, depuis 5-6 ans, nos clients nous demandent de confectionner en France pour plein de raisons. Déjà, on a besoin de réactivité, évidemment de savoir-faire, de qualité. Et puis avoir un atelier sous la main, forcément vous êtes beaucoup plus performant. Et puis nous, évidemment, c'est assez fabuleux pour moi, 3 générations plus tard, de relocaliser en France ce savoir-faire qui avait un peu disparu. Donc, oui, c'est ça. Comment est-ce que vous allez aller chercher les compétences? Parce que j'ai vu que vous alliez recruter 15-20 personnes. Pour commencer, oui. Tout à fait. Alors, la région où je suis, donc Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, a créé un espèce d'écosystème depuis quelques années où on recrute assez facilement. Alors, quelle chance! Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'ils vous mâchent le travail, parce que maintenant ils ont une expérience, donc ils vous mâchent le travail, c'est-à-dire que la semaine prochaine, par exemple, on va présenter le projet à tous les candidats potentiels, mais ces candidats, ils les auront déjà sélectionnés. C'est-à-dire c'est assez génial, c'est-à-dire qu'ils vont tester leurs habilités. Par exemple, moi, par exemple, même si j'ai un bon esprit, même si j'ai envie, si je me présente, vu que la dernière fois que j'ai voulu coudre un bouton de chemise, j'ai failli les terminer aux urgences, je ne serai pas recruté à la fin, donc on ne me présentera pas. En revanche, tous les gens que je vais rencontrer, ils auront déjà été testés, et ensuite nous on sélectionnera ceux qui ont justement un bon esprit, envie de travailler, voilà. Alors en plus de ça, comme on est une entreprise familiale, qui dit familiale, en plus dans le luxe, dans la décoration, il y a un côté, c'est assez facile, finalement c'est assez attractif parce que ça reste une boîte sympa, on va vraiment tout construire, tout imaginer pour leur bien-être. On a un très bel outil de production qu'on est en train de fabriquer en Italie et en Allemagne, donc l'outil sera vraiment adapté à ces personnes. Et en plus, on a imaginé, c'est ce que je leur expliquerai, et je pense que c'est assez innovant. Jusqu'à maintenant, dans la confection, les couturières sont monotâches, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction, c'est soit les ourlets, soit... Nous, elles seront très polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles auront le projet de A jusqu'à Z. Par exemple, un rideau, elles le commenceront et elles le termineront. De la découpe jusqu'à la... Exactement. Donc ça nécessite 400 heures de formation, également financée par la région. Donc pour nous, c'est une chance incroyable. Après, mon projet, il fallait y croire. C'est vrai que c'est un gros investissement. C'est un investissement global de pratiquement 3 millions, 2 millions. Pour une PME, c'est pas mal. Une PME qui, cette année, on va faire environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est quand même un très gros budget. C'est un gros budget. Donc on a été évidemment aidé par la région, notamment pour la formation, quelques subventions. On a eu également France Relance, avec l'État. Donc tout ça nous permet aujourd'hui de créer une vingtaine d'emplois. Et à terme, si j'arrive à faire comme Hermès qui s'est implanté dans la région, alors je ne me compare pas du tout à Hermès, mais en tout cas ça donne une idée du potentiel. Ils étaient une vingtaine il y a 4 ans. C'est Loïc Thomas qui a créé cet atelier. Aujourd'hui, ils sont 400. Ah oui, quand même. Au Puy-en-Velay.
Donc vous voyez, tout ça, c'est un écosystème ultra positif qui crée un chemin et qui nous permet au fur et à mesure de développer ce pôle textile. Nous, l'idée, c'est vrai que c'est le début de l'histoire. J'ai bloqué 1 hectare. Aujourd'hui, j'ai utilisé 2500 mètres carrés. Et l'idée, c'est de grandir et de proposer un pôle textile de luxe. Donc demain, je voudrais avoir une sorte de menu. Les maisons de luxe avec qui je travaille viendront me voir. Ils me diront aujourd'hui, moi, je veux broder, je veux confectionner, et je veux recycler. Voilà, on veut même aller jusqu'au recyclage. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible et le plus vite possible. Mais aujourd'hui, il y a un engouement. En tout cas, là, vous allez poser, entre guillemets, la première pierre. Vous avez vos outils industriels qui sont en cours de fabrication. Voilà. Il va falloir former, effectivement, vous disiez, et c'est pas rien. C'est 400 heures de formation, on commence en avril. Multiplié par 15 ou 20 personnes. Voilà. À quel moment vous pensez que vous allez pouvoir vraiment implanter la production? C'est-à-dire la montée en charge va se faire sur quelle échéance? Alors, en avril, on forme, on reçoit les machines, on implante tout en mars. En avril, la formation commence sur l'outil de production et on se donne, j'en ai déjà parlé à mes clients, parce pour le moment, on a beaucoup plus de clients que d'offres. Mais je leur ai dit, pour le moment, je ne veux pas aller trop vite. Je veux créer des bases très solides. Je veux être sûr de notre process. Je veux être sûr de l'état d'esprit des couturières. Voilà, donc on va progresser, on va avancer 5-6 mois. Et ensuite, on sera opérationnel. Et là, on pourra commencer à produire fort intelligemment. Et on se donne, après, je me donne 6 mois, 8 mois pour réembaucher encore une vingtaine de personnes. Et l'idée, c'est d'ici 3 ans, avoir au moins 100 personnes pour répondre à la demande. Parce que la demande, elle est là, je l'ai la demande. Mais je veux être sûr du résultat et de ce que je vais offrir. Il faut que j'ai une qualité et un service exceptionnel. Donc, je veux avancer sereinement et pas me griller dès le début. Je veux être sûr de mon outil de production. Quelle incidence ça a sur vos prix ou vos marges? Parce que c'est pas la même chose de produire, j'imagine, en France avec tous les investissements dont vous venez de parler que de produire en Roumanie. Oui, c'est une bonne question. Alors, on a étudié tout ça. On a financé une étude pendant 1 an. Et la différence, elle est de 20% entre la Roumanie et la France. Donc, c'est assez important, 20%, mais ça se justifie totalement. Aujourd'hui, je ne vais pas non plus arrêter définitivement la Roumanie et la Tunisie. On va continuer le temps que mon atelier se développe à côté, puisque ça marche très bien. La confection, ce service confection marche très fort, il double tous les ans. Donc pour le moment, je vais continuer à travailler avec la Tunisie et la Roumanie, et mon atelier français va monter en puissance jusqu'à ce que, dans quelques années, il ait la totalité de ma production. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mes clients, aujourd'hui, on en a déjà parlé avec eux, les clients potentiels et les clients actuels, 20%, ils l'acceptent pour du Made in France, de la réactivité, du service. Un architecte, un designer qui travaille sur un hôtel, on travaille pas mal de palaces, il travaille beaucoup. Lorsqu'on doit on doit offrir une chambre type en 1 semaine, c'est pas en Tunisie ou en Roumanie que je vais pouvoir confectionner des rideaux, des jetés de lit, des têtes de lit pour réaliser cette chambre type. En revanche, en France, en 1 semaine, oui, je vais pouvoir la réaliser. Donc vous voyez, il y a une réactivité, il y a une qualité, il y a un service que seule la France peut offrir. En tout cas, ce type de client. Mais ça veut dire aussi que vous allez devoir réinventer votre logistique. Complètement, totalement. Oui, c'est un des sujets, en effet. Mais finalement, dans ce sens-là, c'est pas si compliqué. C'est peut-être même plus facile. C'est plus simple. Moins de transport, moins de... Vous savez, jusqu'à maintenant, on envoyait les tissus. On confectionnait là-bas, on les récupérait. Donc il y avait un délai de transport, il y avait une logistique aussi de stockage sur place ou d'envoi des tissus. Si vous avez un problème de qualité, il faut encore le renvoyer, le faire revenir. Donc finalement, ça va nous simplifier la vie. Et aujourd'hui, nous, en montant en gamme, ça va dans le sens de cet atelier français. Je pense que lorsqu'on est sur un positionnement moyen de gamme, ça se discute, ça je connais mal. Mais en tout cas, en montant en gamme... Oui, c'est plus facile de faire absorber des hausses de prix sur ce secteur-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans la passion. Et l'image française, elle justifie finalement largement, notamment à l'étranger, cette hausse de prix. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes la 4e génération. Ouais. Vous avez toujours eu envie de reprendre les rênes? Moi, j'ai toujours vu mon père s'amuser. Quand j'étais jeune, déjà jeune, je jouais dans les tissus, dans les rouleaux, et je voyais mon père. Oui, c'est un univers qui est assez. C'est super. Il crée ses collections. Les clients sont sympas. On est une fois encore. Et moi, je le voyais, ça marchait bien. Enfin, tout me plaisait. Donc pour moi, je dirais que ça a été une évidence. Sans le savoir, ça a été une évidence. J'étais à l'époque, j'étais à New York, j'ai failli habiter là-bas. Et je travaillais pour une société qui s'appelait Material Connection, qui était une matériothèque. C'était
passionnant, c'était fabuleux, et il m'embauche. Et mon père me dit, écoute, tu vas faire ta vie là-bas, c'est super, mais réfléchis quand même un peu, parce que voilà. Et j'ai réfléchi, ça a pris quelques semaines, et finalement j'étais mon patron là-bas, je lui ai dit, écoute, j'adore tout, mais ma place, elle n'est pas ici, elle est là-bas. Je me rends compte que j'ai toujours voulu reprendre l'entreprise familiale. Pour moi, c'était une évidence, et là, je suis en train de faire fausse route. Donc voilà, oui, ça a toujours été une évidence finalement. Merci beaucoup pour votre témoignage, Vincent Thévenon, président de Maison Thévenon. Et j'ai le plaisir de retrouver comme chaque mois Arnaud Marion. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, venu m'éclairer comme tous les mois sur l'actualité des entreprises. Je voudrais quand même qu'on commence par le dossier Orpea, Arnaud, parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble. Et alors, est-ce qu'il nous faut clore ce dossier ou pas? Vous allez me le dire. Laurent Guillot, en tout cas le nouveau directeur général du groupe, estime que l'entreprise est sauvée après la prise de contrôle par la CDC et par des groupes mutualistes. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, c'est-à-dire sauver de la faillite indéniablement. Il a trouvé une solution qui évite un redressement judiciaire, voire une liquidation, pour un groupe qui a quand même pas loin de 10 milliards de dettes et qui vaut aujourd'hui un peu plus d'une centaine de millions en bourse. Donc c'est surtout une espèce de victoire à la Pyrrhus, parce que personne s'attendait, y compris au niveau d'Orpea, à ce que la Caisse des dépôts veuille prendre le contrôle à ce point et organise avec des mutuelles. Alors, elle n'est pas directement le contrôle, une sorte de nationalisation d'Orpea. Et je dirais que les créanciers dits non sécurisés n'avaient pas vraiment le choix. Il y a eu une âpre bataille, comme vous le savez, on s'était quitté la dernière fois en disant... Vous m'aviez dit, c'est pas fini. Oui, j'avais dit, c'est pas fini, ils trouveront une solution. Ça a été un peu plus long que prévu quand même. Donc ça a été, on sait que dans les couloirs, ça a été vraiment assez violent et âpre sur la valeur. Ils n'ont pas tout perdu. En gros, ils ont accepté une valeur pour échanger 34% de la dette sur la base sur la base d'1,3 milliard. Il faut quand même avoir en tête qu'il va y avoir une méga dilution, une double dilution. Les créanciers transforment leurs créances en capital. Il va y avoir de l'argent frais, du new money comme on dit, qui va venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actionnaires actuels, 100% de l'actionnariat actuel d'Orpea représentera 0,4% du futur actionnariat. Il faut quand même être conscient de ça. Et puis, coup de théâtre hier, on a vu CPPIB, le fonds de pension canadien, céder, je dirais, 80% de sa position de titre en cédant 11% sur le marché. L'action, bien évidemment, ne vaut plus rien, puisque ceux qui ont la main, ce sont les créanciers et ça va être la Caisse des dépôts, les mutuelles qui vont mettre de l'argent frais dans l'entreprise. Après, mon questionnement, je veux dire, tant mieux si cette entreprise, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des personnes dont il faut tenir soin, et ce sont nos ascendants, nos aînés et autres, et que c'est quand même le fond du sujet d'Orpea. Ma question, c'est, est-ce que la stratégie de la Caisse des dépôts qui dit on va diminuer la rentabilité pour augmenter le service, etc. Est-ce que c'est compatible avec une société cotée ? C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire que là, on a quand même effectivement la bonne nouvelle, si on regarde, c'est que, comme vous dites, on a un endettement qui est réduit d'à peu près 6 fois, mais qui a des conditions en face, qui sont notamment ce fameux changement de modèle. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi va ressembler le nouvel Orpea in fine? Et est-ce que ce sera compatible avec le fait que ce soit une entreprise cotée? Pas du tout. Il ne faut surtout pas rester actionnaire aux côtés d'un actionnaire public majoritaire. On l'a vu avec EDF dans le cas de l'offre de retrait. Je pense qu'il faut vraiment se tenir à l'écart. C'est plus du tout la même entreprise. Ça ne peut pas être coté. Les objectifs sont louables. Alors là-dessus, on ne les conteste pas. Mais ils peuvent pas être atteints. Ils ont dit qu'il y aurait plus de dividendes et autres. Donc de toute façon, on peut s'attendre aussi à ce qu'une grosse partie des hedge funds qui vont recevoir des actions les vendent sur le marché. Je doute qu'il y ait des positions longues. En fait, c'est en train un peu de devenir une entreprise publique quelque part. Oui, une sorte de SS, d'entreprise sociale et solidaire publique. Mais il faut dans ce cas-là organiser le retrait de la cote. Moi, à mon avis, ça va créer un problème aux pairs, comme on dit, c'est-à-dire à des sociétés comme Corian ou autres qui sont en bourse, qui annoncent qu'elles vont devenir sociétés à mission. Mais moi, je vois
plus trop l'intérêt. Je pense qu'il va y avoir, la barre va être haute de la part de la Caisse des dépôts. Il va y avoir une volonté, je dirais, à la fois d'excellence, de ne pas pouvoir être critiqué sur le soin apporté aux personnes âgées, et c'est tant mieux, mais c'est pas compatible avec une entreprise cotée. Autre sujet qui m'intéresse fortement, c'est le secteur du retail, parce que décidément, la vague n'en finit plus. Koukaï et André ont annoncé coup sur coup leur placement en redressement judiciaire. Alors, on a beaucoup parlé des entreprises qui vont mal, donc on ne va pas refaire le tableau, mais moi j'aimerais qu'on s'intéresse à celles qui vont bien. Est-ce qu'il y en a encore et quel est le modèle qui fonctionne aujourd'hui dans le retail? Juste un mot sur celles qui tombent. Il y a eu Sainte Marina, Copcopine, etc. Il y en a une par jour à peu près. Tout ça, c'est l'ancien groupe Vivarte, quoi, qui finalement sont les résurrections n'ont jamais existé. Malheureusement, les sauvetages n'ont pas marché. Ce qui prouve qu'effectivement, il y avait une détérioration de ces marques et qui étaient en décalage avec leur marché. Et effectivement, curieusement, il y a un certain nombre d'enseignes d'habillement qui se portent bien. Mais d'abord, il faut avoir une idée du marché de l'habillement à la personne en France, c'est à peu près 40 milliards d'euros. Le numéro 1 a 5% de part de marché. Le numéro 1 dans la grande distribution, Leclerc à 22%, le numéro 1 dans le bricolage à 37%, c'est Decathlon. Là, c'est 5%. Et le numéro 2 est déjà 1,8 points derrière. Et première chose. Deuxième chose, si vous regardez le top 10 des enseignes de l'habillement, il n'y a que 3 ou 4 pure players. Vous avez Kiabi, vous retrouvez Gémeaux, vous retrouvez H&M, sinon tous les autres, le numéro 1 c'est Intersport, le numéro 2 c'est Decathlon, le numéro 3 c'est Leclerc, le numéro 4 c'est Kiabi, donc la première enseigne d'habillement n'arrive qu'en 4e position du marché de l'habillement en France. Donc en fait, ça a radicalement changé, mais c'est un marché qui est extrêmement atomisé. Puis on constate que finalement, les enseignes et les marques qui se portent bien, ce sont soit celles qui sont sur le premier quartile, c'est-à-dire des prix extrêmement bas, soit celles qui sont sur le 4e quartile et le haut du 3e quartile. Le ventre mou, toutes ces enseignes dont on parle et qui déposent le bilan les unes après les autres, ce sont des enseignes qui ont joué systématiquement une espèce de montée en gamme pour essayer de s'en sortir, et ça n'a jamais marché. Donc en fait, les enseignes qui s'en sortent, Kiabi, c'est croissance à 2 chiffres. En 2022, plus de 10%, 2 milliards de chiffre d'affaires contre 2 milliards avant. C'est une enseigne à bas prix qui habille la famille, dont on connaît la proposition de valeur. Ces enseignes qui s'en sortent, en fait, elles jouent l'hybridation. Vous retrouvez des corners qui habillent chez Auchan, chez Cora en Belgique. Ce sont aussi ce qu'on appelle les espaces vibes du groupe Bamanoir, Cache-Cache, Bonobo, Bréal, ce genre de choses. Donc il y a un peu une hybridation des espaces. Il y a une proposition de valeur qu'on comprend sur le juste prix, sur le style, sur la qualité. Ce sont finalement des enseignes qui sont assez signifiantes, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on y trouve, elles répondent à un besoin. Et celles qui s'en sortent, en fait, il y a une grande différence finalement entre les enseignes et les marques. C'est-à-dire que ce n'est pas une marque qui veut, et une marque, elle peut imposer un certain nombre de choses. Et donc, c'est ce qui fait la grande différence. Si vous regardez Zara et H&M en France sur 10 ans, H&M a grimpé de 15% et Zara a doublé son chiffre d'affaires, en fait. Donc, on voit qu'il y a effectivement un mouvement par rapport à ça. Alors, la faillite de Camaïeu laisse un espace, je dirais, faut pas dire sur le bas de gamme, mais en tout cas sur les bas prix. J'étais avec le patron d'une enseigne qui est sur ce segment des bas prix, une enseigne qui va bien, et on discutait avec lui en début de semaine. Il disait, vous savez, pour réfléchir comment nos clientes réfléchissent, on considère que 1 euro, c'est 10 euros pour elles. C'est-à-dire que, comme ce sont des personnes avec des budgets ou des moyens assez limités, ils disent il faut toujours multiplier par 10 le prix pour voir quel est l'impact sur leur pouvoir d'achat, puisqu'on reste, c'est très intéressant. On est en train de réfléchir sur ce qui leur reste, en fait, à la fin du mois pour pouvoir s'acheter des vêtements, des basiques et ce genre de choses. Et à côté de ça,
Lacoste a doublé son chiffre d'affaires dans les 5 dernières années, avec 2 milliards et demi. Grosse recovery, là. Très belle recovery avec la famille Moss, et qui a complètement inversé la partie wholesale, c'est-à-dire la partie qui leur échappait, les franchises ou autres. C'était 65% il y a 5 ans, c'est 35% aujourd'hui. Donc ils ont repris le contrôle de leur réseau et donc de leur marque. Le digital représente 26% du chiffre d'affaires. Ils ont élagué et réduit les références, 2000 références en habillement, 700 en chaussures, et ils ont fait le cocktail des choses qui marchent bien. Et puis, bien évidemment, on pourrait citer d'autres enseignes, comme Damar, par exemple, qui trouvent leur créneau. Et alors, en plus, cette année, voilà, compte tenu des économies de gaz, j'ai vu ce matin que c'était 10% de la consommation de gaz qu'on a comment dirais-je, économisé en 2022. Damar, il est peut-être pour une petite fraction, parce qu'effectivement, c'était pratique. On va passer du retail à la grande distribution avec la consolidation du secteur qui n'aboutit pas, mais finalement, Casino semble avoir trouvé peut-être ce que j'appellerais une troisième voie, Arnaud, des discussions exploratoires avec Teract. Peut-être que d'abord, quand même, Teract, c'est pas non plus hyper connu, peut-être qu'il faut resituer ce que c'est. Oui, alors c'est un SPAC alors, c'est encore... c'est encore voilà, un vocabulaire compliqué. Une sorte de société spécifique, un véhicule d'investissement, on va dire. Un véhicule d'investissement, mais qui réunit en fait alors le tandem connu, Niel-Pigas, plus Moez et Saraswari, plus... Picard, c'est ça. Pardon ? C'est Picard. Hein. Oui, alors entre autres. C'est Picard et c'est surtout le plus gros franchisé du groupe Casino. Tout à fait. C'est 350 enseignes, 3 milliards de chiffre d'affaires, 6000 personnes. Et Casino a d'ailleurs 40% de son capital. Et ils ont racheté la moitié de Picard. Donc bon, voilà. Et surtout, il y a InVivo qui a mis un certain nombre de son activité retail, comme Jardiland, c'est une coopérative, gamme vert. C'est 188 coopératives qui sont effectivement actionnaires de InVivo. Et donc, à un moment, Casino, finalement, dit moi, je vais apporter mes activités retail en France. Alors, c'est des marques extraordinaires. C'est Casino, c'est Monop, c'est Monoprix, c'est Franprix, c'est Naturalia. Évidemment. Et je les apporte dans cette société. Teract m'apporte également ses actifs dans le retail et Casino devient majoritaire. Donc ça va être une filiale de groupe Casino. Et c'est intéressant parce qu'on va y revenir. Et deuxième chose, il y aura une autre société dans laquelle Casino serait minoritaire, mais en revanche Teract serait majoritaire. C'est tout ce qui est le circuit court, les approvisionnements, tout ce qui est lié à l'agriculture et qui permet de fournir en fait ces supermarchés et ce groupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle souvent en se disant que va trouver Jean-Charles Naouri. Finalement, il est en train de créer sa 5e holding. Euris, Finatis, Foncière Euris, je dois en oublier une. Rallye, évidemment. Rallye, voilà. Et Groupe Casino, qui est coté, mais qui est plombé par à peu près 6 milliards de dettes, c'est ça. Finalement, garderait la dette non sécurisée, donc à peu près 3 milliards et demi, et dans l'actif Casino qui est regroupé dans une société et qui fusionnerait ensuite, là, il transférait la dette sécurisée parce que c'est sécurisé sur des actifs de Casino. Du coup, finalement, il met ses créanciers un peu devant le fait accompli, les créanciers non sécurisés, en disant, voilà, moi, vous allez être propriétaire à travers cette deuxième holding cotée, Rallye et Casino, groupe Casino, vous allez être propriétaire de participation dans Teract et les participations, il y a aussi, n'oubliez pas, les participations au Brésil. Oui, tout à fait. Que tout le monde oublie, mais Assaí, aujourd'hui, dont il a 30%, ça vaut 5 milliards en bourse. GPAO, Pão de Açúcar, pain de sucre, ça vaut encore 1 milliard. Ce sont des magasins cash and carry pour l'essentiel, qu'il a complètement reconvertis pour être, vous savez, ces grands magasins style entrepôt qui sont 15% moins chers. Donc finalement, il va avoir 5 étages de holding. Et les participations au Brésil qui valent bon an mal an 2 milliards et les participations en France qu'il espère valoriser en se mariant avec d'autres. C'est assez intelligent. Il a échappé à soit je me rapproche avec Carrefour, soit je me rapproche avec Auchan.
Mais est-ce que ça règle quand même, in fine, son problème de dette? Parce que c'est ça le sujet. Non, il a son mur de la dette. Je dirais que ça ne le règle pas. Il y aura une négociation à faire avec ses créanciers. Je dirais que les créanciers sécurisés, eux, ils vont rester avec des actifs majeurs du groupe Casino, mais avec beaucoup moins de dettes dans un ensemble assez cohérent de retail. Et les créanciers qui seraient à l'étage du dessus, alors c'est encore à l'étude, on ne connaît pas les détails, eux, ils auront à attendre la valorisation des participations ou à réduire, je dirais, drastiquement leurs dettes, comme les créanciers d'Orpea sont en train de le faire. Mais quand même, si ça aboutit, parce qu'effectivement, on va rappeler qu'on n'est qu'à un stade exploratoire, mais si ça aboutit, ça va bouleverser le paysage de la grande distribution en France. Oui. Alors qu'on s'attendait finalement à ce que le coup d'éclat vienne plutôt de Carrefour. Bah oui, voilà, et effectivement, il y a une espèce d'association. C'est pas idiot parce que pouvoir s'approvisionner avec les filières agricoles de 188 coopératives du groupe InVivo, qui est quand même un mastodonte français, c'est extrêmement pertinent. C'est extrêmement intelligent, c'est ce que les gens veulent, c'est aller vers du circuit court le plus possible avec un maillage national. C'est vraiment très intelligent, il a trouvé la solution à laquelle personne n'avait pensé et c'est du coup permettre à son groupe de grossir. En restera-t-il l'actionnaire final? La question n'est peut-être pas là pour l'instant. Je pense que à chaque fois, il trouve sa solution. Pour l'instant, il y arrive. Il va repousser, lui qui devait avoir une sorte de mur de la dette vers 2024. C'est certainement, il repousse au fur et à mesure. Et il est en train, certainement, de créer de la valeur avec, je dirais, des associés qui sont assez soucieux, eux aussi, de créer de la valeur. Donc c'est certainement très intelligent et très pertinent. C'est pas encore la fin de l'histoire, on ne connaît pas encore les détails. Le petit détail croustillant, c'est quand même que Moez Zouari, c'est devenu son plus gros franchisé. Voilà, et que l'essentiel de ces franchises, c'est du groupe Casino. Mais du coup, ils ont un intérêt commun. Mais ils ont un intérêt commun. L'ambition de la famille Zouari, c'est de devenir le frigo de Paris, comme vous le savez, avec ses 350 magasins. On va parler automobile aussi, puisque l'avenir de l'alliance Renault-Nissan a donc été scellé officiellement. Les patrons des deux entreprises ont annoncé qu'ils allaient conclure un nouvel accord de 15 ans, avec une grosse réduction de la part de Renault dans Nissan. Alors ça a été annoncé, ça a été voté, ça a été réannoncé. J'ai l'impression quand même que le groupe en fait beaucoup pour convaincre qu'il y a un nouvel élan, alors que, mon sentiment, c'est quand même qu'on revoit les ambitions à la baisse. Oui, et en fait, moi, je vois pas la différence par rapport aux pré-annonces du mois d'octobre. C'est ça. Et donc, je les cherche, premièrement. Vous me rassurez, parce que je croyais que j'avais loupé quelque chose. Deuxièmement, il y avait deux enjeux fondamentaux dans Renault-Nissan. C'était la propriété intellectuelle de la plateforme de véhicules électriques, qui semble être à travers Ampère. On ne connaît pas les accords. On nous dit simplement qu'il va y avoir des collaborations et on nous dit, chose importante, chacun revient à 15%, chacun a des droits de vote et on met dans une fiducie les 28% de Renault qui n'a pas dit qu'il allait les vendre et qui n'a pas forcément l'intention de les vendre. S'il les vend, c'est ce qui se passe. Il est obligé de constater une perte colossale. Le coût de revient, c'est 16 milliards. La valeur actuelle, on est autour de 4 ou 5 milliards. Donc la valeur à participation de Nissan aujourd'hui, c'est à peu près 5 milliards. Ça peut prendre du temps avant que ça remonte. Leur coût de revient de Nissan, c'est 1200 yens par action. L'action, elle cote autour de 450 yens. Donc voilà, c'est un tiers de la valeur. Ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de vendre ces actions parce que ça peut leur rapporter des bénéfices. Ils touchent les dividendes pendant ce temps-là. S'ils les mettent sur le marché, ça va faire chuter la valeur. C'est pas trop leur intérêt. Ils essayent plutôt de remonter la valeur. Et les engagements de Nissan dans Ampère, c'est oui, on va investir jusqu'à 1,5 milliard. Mais on n'a pas donné de montant, on n'a pas dit quoi, on n'a pas dit comment, on n'a pas dit ce qu'ils apporteraient comme savoir-faire. En revanche, il y a une sorte de partage du monde qui se fait où ils vont capitaliser sur leurs forces, ce que visiblement ils ne faisaient pas, qui en Inde, qui en Amérique latine, soit avec les plateformes Nissan, soit avec les plateformes Renault. Mais alors, on s'attendait quand même à un tsunami. Ils font tous les plateaux de télé, mais moi je vois pas trop
les nouvelles annonces par rapport au mois d'octobre et par rapport à ce qu'on pressentait. Et surtout sur la propriété intellectuelle. Oui, qui est quand même l'élément fondamental. Donc finalement, il n'y a pas plus de nouvelles qu'il y en avait avant, sauf qu'ils disent qu'ils vont travailler ensemble, ce qui en dit long sur ce qu'était l'alliance de ces dernières années. Finalement, je me pose la question, est-ce que Renault, qui était présenté fut un temps comme le premier constructeur mondial, n'était pas un colosse au pied d'argile? Parce que depuis le départ de Carlos Ghosn... Oui, mais je crois que, comment dirais-je, faire payer... entre guillemets, la dette, si je puis m'exprimer ainsi, d'avoir sauvé Nissan pendant 25 ans, je pense que ça commençait à faire beaucoup et ça ne justifiait plus tout ça. Le coup de force de passer à un moment de 15 à 43% du capital, les 28% supplémentaires, outre le fait que c'est une extrêmement mauvaise affaire financière. Et puis les droits de vote doubles, et puis voilà. Ça n'a rien apporté. Et puis priver Nissan de ses droits de vote, c'était ridicule. On a vu comment tout ça a terminé. Donc, en tout cas, il parle de réalignement, qui semble être un nouveau mot pour divorce par consentement mutuel. C'est ça. Bon, le groupe de travail, moi j'assimile ça à Friends with Benefits, hein, on va le dire comme ça. On va dire ça comme ça. Mais je dirais qu'il n'y a pas de grandes annonces tonitruantes pour l'instant, et on nous dit toujours qu'on ne sait pas combien vaudra Ampère, parce que ça dépendra des conditions de marché. En revanche, ce qu'il faut retenir, il y a une chose que moi je retiens, c'est le discours de Luca De Meo qui dit finalement l'automobile de demain, c'est une automobile de collaboration avec des grandes sociétés de la tech, pas qu'avec des industriels de l'automobile. Pour l'instant, il faut qu'ils les construisent, ces collaborations avec les géants de la tech. Pour l'instant, on n'y est pas. Exactement. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, et c'est plutôt ça qu'on attend. On va terminer avec cette étude de Carmignac que vous avez portée à mon attention sur les entreprises familiales, confirme que les entreprises familiales sont plus performantes. Encore une fois, on a tous cette intuition, ou en tout cas ça nous semble sauter aux yeux que les entreprises familiales traversent les siècles et donc sont plus résistantes, mais est-ce qu'on a des facteurs d'explication concrets aujourd'hui sur ces éléments ? Oui, mais il y a une plus grande prudence et aversion au risque. Donc en fait, c'est pas l'argent des autres qui risque, c'est le leur. Ouais. C'est vrai. Je pense que c'est la grande différence, si vous voulez. Par conséquent, effectivement, cette étude de Carmignac qui est parue en janvier est assez intéressante. Ils ont un index des entreprises familiales et ils expliquent que sur la durée, le retour sur investissement des entreprises familiales, sur 100 € investis en 2004, c'est 300 avec une entreprise familiale contre 250 avec une entreprise non familiale. Ils vont dans une granularité supérieure ensuite en disant et finalement quand il s'agit de grosses capitalisations finalement ils sont encore plus performants parce que là la performance est plutôt de 4,5 fois 4,5 sur des petites capitalisations où ils seraient autour de 3 et ils expliquent aussi que la première génération mais c'est ça qui est vachement intéressant dans cette étude, crée 2 fois plus de valeur que la 5e génération. Alors moi, ça me rappelle quelque chose, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas de gène de l'entrepreneuriat et il n'est pas entrepreneur qui veut, et c'est pour ça qu'on a ce délitement en fait. Oui, c'est ça, et puis je dirais, il y a parfois l'âme des créateurs, on a souvent vu, et moi j'ai souvent aussi travaillé pour des entreprises dont la 2e génération ou la 3e génération avait mis l'entreprise un peu par terre, ou même la première génération à la fin de son cycle, au bout de 50 ans, l'avait mise par terre. Donc comme quoi l'histoire se répète pas forcément. Après, ça dépend de quelle base on part. Les héritiers de Bernard Arnault, pour faire autant de création de valeur que leur père aura fait oui. en l'espace de 30 à 40 ans, auront encore beaucoup à faire, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour empêcher ce délitement ? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur, je sais pas, faire rentrer du private equity à un moment Elles le font en fait, et je crois qu'elles le font de plus en plus. Je crois qu'il y a cette volonté aujourd'hui, à la fois des fonds d'investissement d'être aux côtés des entrepreneurs. Ils font un gros travail, on ne le dit pas assez. Mais et des entrepreneurs
de se faire accompagner, ne serait-ce que parce que les actionnaires entrants sont ceux qui peuvent créer une liquidité au sein du groupe. Et il y a des groupes non cotés, des très beaux groupes non cotés, qui sont en centaines de millions ou en milliards, où à un moment, de génération en génération, il y a des branches familiales qui veulent sortir. Et donc, effectivement, il y a toujours ce souci de pouvoir trouver la liquidité. Alors, soit vous êtes dans des mastodontes qui ont su organiser leur bourse annuelle. Hein, on parle souvent, dans le Nord, de la famille Mullier, qui a su créer cette liquidité dans la discrétion, mais notamment avec leurs salariés, puisque leurs salariés sont très fortement intéressés. Soit ça se passe avec des tiers investisseurs qui vont rentrer, et notamment des fonds d'investissement qui apportent cette liquidité. Donc je crois qu'on a besoin des deux, mais un fonds d'investissement n'est pas là pour se substituer, je dirais, à un entrepreneur. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises et même des banques familiales qui font appel, je dirais, à du management extérieur pour venir oxygéner ça. Chez Hermès, on a souvent vu ça à un moment, même si la famille gardait la direction artistique, elle faisait diriger par d'autres. On le voit dans des entreprises, dans des banques comme la compagnie financière Edmond Rothschild, où on a toujours fait appel à l'extérieur pour diriger. Donc effectivement, il y a un certain nombre de mouvements comme ça où on va chercher de l'oxygénation extérieure. Je pense que c'est nécessaire, mais je trouve cette étude extrêmement intéressante sur la création de valeur. En tout cas. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la taille, c'est-à-dire que plus ces entreprises-là sont grosses, plus elles sont performantes. Comment est-ce qu'on peut les faire croître? Parce qu'on compare souvent notre nombre de TI à ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, même si la comparaison est pas forcément adaptée. Néanmoins, on sait qu'on a un problème aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas assez de TI, notamment en France. D'abord, ça c'est le problème du tissu entrepreneurial français, c'est que les entrepreneurs ont du mal à croître entre eux, à faire ce qu'on appelle du build-up, à fusionner entre eux et à faire grimper la taille de leur entreprise, ce qui conduit à les diluer au sein de leur entreprise. Et ça, je pense qu'il y a une aversion en France sur ce sujet, et c'est un sujet sur lequel il faut savoir évoluer. Et je crois que nos voisins d'outre-Rhin, ou les Italiens, par exemple, ont beaucoup moins cette idée en tête. Donc là, effectivement, c'est toujours intéressant de vouloir accompagner des entreprises dans le chemin de changer de taille critique. Souvent là, d'ailleurs, où elles échouent, en fait. C'est-à-dire une entreprise de 20 millions ne se gère pas comme une entreprise de 50 ou de 100 millions. Mais au bout d'un moment, pour accélérer, il n'y a qu'une solution. Un groupe comme LVMH s'est construit exclusivement sur de l'acquisition. La croissance externe. Et de la croissance externe. Et finalement, c'est souvent ça. Et donc, il y a un peu cette difficulté. Mais aujourd'hui, je trouve que les entrepreneurs y vont. Il y a de plus en plus de TI. Et d'abord, il y a de plus en plus de fonds disponibles. Et puis aujourd'hui, c'est plus un gros mot de dire je fais rentrer un fonds d'investissement ou un investisseur privé à mon capital. Il y a toujours en France ce côté, oui, mais je veux bien qu'il rentre, mais je veux vraiment avoir les mains libres. Oui. Voilà. Mais effectivement, je pense que c'est un des grands enjeux, du futur du développement de ces ETI en France pour qu'on atteigne rapidement les 10 000 ETI. Merci beaucoup Arnaud Marion. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. C'était notre 20e séance d'analyse aujourd'hui. On repart pour 20. On repart pour 20. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi de la semaine prochaine. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure.